C'est bon. Alors Thomas Paco, je me présente rapidement, donc je suis en charge des questions d'agronomie environnement et de R&D en culture assolée à la Chambre régionale d'agriculture. On va faire la présentation à deux voix avec Stéphane Violo qui se présentera tout à l'heure. L'objectif pour moi c'est juste d'introduire sur le projet Dessine. Donc Dessine, c'est un projet qui a vu le jour en 2015. Ah mais en fait il y a de la diapo d'après. Sur le territoire de l'ex-région Auvergne, comme vous le voyez sur le logo, donc plus précisément dans les départements de l'Allier, du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire. Donc là, on va vous présenter plus particulièrement l'exemple d'un suivi sur une exploitation dans le Puy-de-Dôme. Donc c'est un projet d'expérimentation système en réseau. Donc l'objectif, c'est de mettre en place des systèmes de culture innovants sur des exploitations réelles. Donc le partenariat de ce projet, c'est les agriculteurs et groupes d'agriculteurs avec les chambres d'agriculture et les instituts techniques. Le financement, donc depuis 2015, il y a eu 6 financeurs différents, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Actuellement, il est financé par le dispositif PEPIT. On a une méthodologie depuis 2015 qui s'appuie sur le RMT, système de culture innovant. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Donc la méthode, c'est globalement d'aller faire de la co-conception avec des agriculteurs en prenant en compte leurs objectifs, ensuite de mettre en œuvre les systèmes innovants chez eux, ensuite de les évaluer avec un certain nombre d'outils et de méthodes, et en fonction de cette évaluation, de voir si ça répond aux objectifs qu'on s'était fixés, et ensuite donc de reconcevoir, ou en tout cas d'adapter ce qu'on avait conçu au départ. Donc ça, c'est globalement la méthode qu'on a mise en place. Donc au départ, c'était sur 4 exploitations. Alors, je n'ai pas corrigé la diapo, en fait, c'était 3 exploitations spécialisées en grande culture, et il y avait une 4e exploitation qui était un éleveur de Haute-Loire, un éleveur laitier. Et donc c'est ce qui fait qu'en 2019, on a choisi d'étoffer le dispositif en rajoutant 3 exploitations polyculture élevage. Donc les systèmes qu'on a mis en place en départ en 2016, ils couvraient un certain nombre d'enjeux. Donc les questions que se posaient les agriculteurs, c'était autour des problématiques agronomiques essentiellement. Donc notamment de gestion des bioagresseurs, donc de problématiques de résistance à des herbicides, à des fongicides, des problématiques de vivaces, des questions aussi autour de la fertilité des sols. Vous voyez les exemples, donc de problèmes de tassement, de matière organique, d'érosion, etc. Et puis bien évidemment, les questions que se posaient les agriculteurs dans les ateliers, c'était autour de l'économie des exploitations et notamment de pouvoir limiter les coûts de production et de pouvoir gagner en autonomie en intrants. Il se trouve qu'on a mis en place donc, ces dispositifs, y compris donc, chez un éleveur, comme je le disais tout à l'heure, et on a fait face à 2 campagnes climatiques très défavorables, avec des résultats qui ne nous ont pas permis d'atteindre les objectifs escomptés. Et donc, on s'est aussi rendu compte que l'éleveur, la méthode qu'on avait mise en place, elle ne permettait pas de répondre à ses objectifs. C'est-à-dire que lui, il avait besoin d'avoir une analyse à l'échelle supra-système de culture, c'est-à-dire à l'échelle de l'exploitation dans sa globalité, notamment de regarder si ça permettait de répondre aux besoins du troupeau. Et donc l'analyse, elle devait être faite avec des indicateurs à l'échelle du système fourrager dans sa globalité, voire de l'exploitation. Donc en 2019, on a choisi de rajouter 3 nouveaux sites, revoir la méthode d'évaluation. Donc Stéphane vous présentera quelques outils qu'on peut utiliser maintenant. Et puis, on a pris en compte donc, ces nouveaux enjeux, l'enjeu d'autonomie alimentaire, et puis le changement climatique, puisqu'on s'est retrouvé avec 2 années vraiment où les agriculteurs, la problématique, elle se situe à ce niveau-là. Donc globalement, les objectifs du projet, c'est ça, c'est d'abord de pouvoir tester, mettre en place des systèmes innovants, donc je devrais dire systèmes de culture et fourragers innovants, qui permettent de répondre aux différents enjeux. En termes de production de livrables, on est pour moi plutôt sur de la production de données de référence sur des techniques innovantes, sur des modes de conduite innovants, les conditions de réussite ou d'échec. On fait une analyse aussi des transitions quand on fait de la reconception. Et l'objectif, c'est d'apporter des éléments de réflexion pour les agriculteurs, plus que des modèles à suivre. On est là pour plutôt les amener à se poser les bonnes questions
les 7 systèmes ne couvrant pas la diversité des situations de l'Auvergne. Voilà, et puis sur le troisième volet d'échange avec les autres acteurs, c'est de voir si, d'essayer de sensibiliser un maximum d'agriculteurs sur l'intérêt du raisonnement du système à l'échelle pluriannuelle dans un cadre d'évaluation multiperformance. Donc du coup, je vais passer la parole à Stéphane qui va vous présenter ce qui se passe un petit peu sur le site d'Augerolles. Bonjour, je vous demanderai de m'aider pour passer les diapos. Parce que... donc Stéphane Violot, donc conseiller fourrage à la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme. Et effectivement, j'ai rejoint l'équipe Dessine en 2019 en suivant en particulier un agriculteur sur le secteur d'Augerolles. C'est un secteur de demi-montagne, 600 mètres d'altitude à peu près. Et en fait, la spécificité de Dessine, c'est vraiment le travail en groupe et la parole donnée à l'agriculteur. Donc l'agriculteur, il a été porté volontaire, on va dire, en 2019, suite à une réunion qu'on avait fait dans un autre cadre, avec son groupe. Alors, son groupe, c'est le groupe CUMA, ils sont une dizaine d'agriculteurs à peu près. Et cet agriculteur, c'est quelqu'un qui teste beaucoup de choses. Et concrètement, on a commencé par essayer de caler un petit peu ses objectifs. Donc les objectifs, c'était essentiellement de l'autonomie fourragère, un peu moins d'achat de protéines, un peu moins d'achat d'intrants aussi, et notamment de phyto. Et puis, il y avait un autre objectif, c'est que, comme il allait se retrouver seul sur son exploitation, il voulait essayer de limiter le travail. Voilà. Donc du coup, à partir de ces objectifs, on a fait un atelier de co-conception avec ses voisins. Et notamment, il avait une idée en tête, c'était de dire je vais peut-être arrêter le maïs. Ses voisins lui disaient mais t'es fou. Voilà. Donc en gros, l'idée, c'était un petit peu de réfléchir ensemble. Si vraiment Guillaume il a envie de faire ça, comment est-ce qu'on peut faire au niveau de l'organisation des surfaces et tout. Donc c'était très enrichissant parce qu'en fait, chacun apporte ses avis. Et à la fin, c'est quand même lui qui décide de ce qu'il veut faire. Et notamment, en 2020, il a souhaité qu'on refasse un atelier rami fourrager. Là, on était également avec des voisins. Et l'idée, c'était, on était parti sur des options, par exemple, de mise en place de culture dérobée derrière céréales, donc ce que expliquait Jean-Pierre tout à l'heure, et aussi un peu plus de métail. Mais il voulait s'assurer qu'on allait bien pouvoir nourrir le troupeau et il voulait éventuellement tester s'il fallait, par exemple, peut-être baisser de cheptel ou choses comme ça. Et puis, concrètement, après, on est parti, j'irai dans l'observation du terrain. Donc là, je vais laisser la parole à Guillaume. Je suis installé sur la commune d'Augerolles, en vache laitière, polyculture élevage, sur une surface de 110 hectares, avec des prairies permanentes, des prairies temporaires, de la céréale et des maïs. Historiquement, il y a toujours eu du maïs sur l'exploitation, mais progressivement, j'ai décidé de limiter la quantité de maïs dans la ration, pour diverses raisons, climatiques, et puis aussi dans un souci de main-d'œuvre. Donc pour pallier un petit peu, on va dire, à la diminution du maïs, ça sera plutôt une augmentation de céréales et des surfaces en luzerne. J'ai essayé le semis sous couvert de prairies dans le triticale. J'ai implanté des luzernes aussi, qui vont être, on va dire, un petit peu plus autonomes au niveau de l'azote quand même, et plus résistantes au sec. Au-delà de ça, j'arrive à faire aussi des intercultures. Donc grâce à ça, j'arrive à sécuriser un petit peu plus mon autonomie et puis le bilan fourrager. Et aussi en qualité. Bon, je fais du semis direct, des semis en TCS et maximum 2 labours par rotation, mais plutôt 1. Et on arrive à à garder un sol un peu plus fertile. J'ai réfléchi à renouveler des pâtures plus résistantes au sec, notamment en implantant des chicorées, plantains. Le bilan de tout ça est quand même très positif. Il y a quand même de l'amélioration sur les cultures, sur la santé des sols, qui se traduit par la santé des vaches et la qualité et la quantité de production. Depuis 2 ans, je participe à la formation Dessine, qui m'a apporté un petit peu plus de réflexion, d'appui technique et du suivi au niveau des cultures et des résultats sur
l'atelier laitier. Au travers d'un outil qui s'appelle le rami fourrager, on a essayé de regarder quelles étaient les possibilités d'adaptation. Pour donner quelques exemples de résultats, c'est que il y a 3-4 ans, le maïs c'était 50% de la ration en hiver. L'année dernière, c'était plus que 30% de la ration. Et pourtant, on avait assez de fourrage pour passer l'hiver. On arrive à optimiser les récoltes sans pour autant augmenter le travail, parce qu'il y a du semis direct, parce qu'il y a moins de labour. Je pense qu'un des défis importants, c'est que souvent on raisonne les cultures isolément. La difficulté, c'est l'ordre des cultures dans les rotations, en essayant de gagner à la fois sur l'aspect quantité, l'aspect qualité, sur l'aspect aussi économie de travail du sol, sur l'aspect phyto. On a aussi des enregistrements, par exemple, sur les temps de travaux. Des enregistrements aussi sur la consommation de gasoil, de fuel. Et ça peut aider l'agriculteur à quantifier effectivement s'il atteint ses objectifs, notamment en termes de temps de travail. Donc vous pourrez voter à la fin peut-être. Je ne sais pas Vincent si... moi j'ai pas eu la chance d'aller à Cannes, tu me diras comment ça se passe. Juste blague à part, alors quelques petits éléments pour compléter les premiers chiffres qu'on a, puisque vous avez compris, on a démarré en 2019. 2019, c'était déjà une année sèche. 2020, année un peu particulière. 2021, alors là, comme on dit, si on pouvait l'avoir tout le temps, mais c'est pas le cas. Quelques chiffres pour situer, par exemple, ce qui change progressivement chez Guillaume. Alors, ceux qui sont des puristes des chiffres, quand vous verrez le total de gauche, le total de droite, il y a un hectare d'écart. Il y a une petite erreur sur le graphique de droite. Ce qui est sûr, c'est que globalement, on a effectivement un petit peu diminué le maïs. Alors, quand Guillaume disait je voulais arrêter le maïs, je ne sais pas, dans 1 ou 2 ans, je pense qu'il y sera, mais il est toujours dans la tête, mais au dernier moment, il en sème toujours un peu, mais il en sème quand même moins. Il a un petit peu plus de céréales. Et puis, en prix temporaire, effectivement, il a maintenant un peu plus de... Il avait déjà des luzernes, mais souvent mélangées avec d'autres espèces. Maintenant, il est quand même sur des prix à dominante luzerne. Il y a une dizaine d'hectares cette année qui vont être en place dans les 28 hectares. Voilà. Et puis, surtout, ça veut dire qu'on a des dérobés qui sont avant maïs, donc souvent du métail, et des dérobés après céréales. Donc, par exemple, en 2020, il avait testé un mélange maïs plus sorgho, qui a fait 4 tonnes, un petit peu plus de 4 tonnes, entre 4 tonnes et 4 tonnes et demie, donc ça rejoint un petit peu ce que disait Jean-Pierre. Voilà. Mais ceci dit, c'est un petit bonus sur l'exploitation. Diapo d'après. Pour situer aussi quelques chiffres, là c'est par exemple les fourrages récoltés depuis 2017, donc on est remonté un petit peu dans le temps. Ça permet de montrer qu'effectivement la part du maïs, progressivement elle baisse un petit peu dans ses stocks disponibles. La dernière année, là, sur 2020, le petit carré qui est en haut, c'est le fameux dérobé derrière céréales. Donc on n'a pas fait de mesure au champ, mais on a fait des mesures au silo, parce qu'au champ c'était très hétérogène. Bon, ça fait une petite trentaine de tonnes de matière sèche, mais bon, il était bien content de les avoir. Par contre, 2021, je ne vous ai pas mis les chiffres. 2021, on explose tout, parce qu'on est passé à pratiquement 140% des besoins, c'est énorme. Mais ce qui est intéressant chez cet agriculteur, c'est que par exemple, en 2021, l'implantation de dérobés derrière céréales, qui était prévue au mois de juillet, vu les stocks faits au mois de juillet, ça ne s'est pas fait, tout simplement, et puis il l'a reporté. Donc c'est aussi l'intérêt de travailler chez des agriculteurs comme ça, c'est que c'est bien lui qui décide. C'est-à-dire qu'on est là pour l'accompagner, pour suivre un petit peu avec des chiffres, essayer de mesurer ce qui se passe et pouvoir se retourner par rapport aux objectifs de départ, quitte à ce que ces objectifs ils peuvent un petit peu évoluer dans le temps. Mais c'est bien lui qui décide au dernier moment et qui le fait à l'échelle de son exploitation. Voilà. C'est tout. Merci beaucoup Thomas et Stéphane. Et donc là, au niveau du timing, on a un petit peu de retard, donc on aura un petit 10 minutes, je pense, on va finir après. Donc je passe la parole à Patrick Vaissel d'INRAE. Bonjour tout le monde, donc je vais vous présenter les résultats, enfin les objectifs et rapidement les résultats d'une expérimentation système que nous avons menée sur les 6 dernières années, donc de 2015 à 2021. Donc cette expérimentation s'appelle Salamix.
Salamix pour système d'élevage allaitant herbagé, adapter le type génétique et mixer les espèces pour renforcer la durabilité. Alors tout d'abord, quelques mots sur les objectifs de cette expérimentation. Donc tout le monde sait que dans notre territoire herbagé du Massif central, la viande est principalement produite avec du concentré. Donc les agneaux sont engraissés à l'herbe en bergerie pour les éleveurs de moutons. Et les vaches allaitantes, la raison d'être de l'élevage allaitant en Auvergne et dans le Massif central, c'est l'Italie, vu que les animaux vont se faire engraisser dans les feedlots italiens, donc ce qui veut dire que la génétique a été faite pour avoir des animaux adaptés à l'engraissement en feedlots et non pas à l'engraissement à l'herbe. Et tout ça fait que la valeur ajoutée sur nos territoires est relativement faible. Donc l'objectif, la question que nous étions posée, c'est que pour redonner de la valeur ajoutée sur nos territoires herbagés, est-ce qu'il est possible de produire de la viande à l'herbe à base de prairies permanentes et donc de maximiser la valorisation de l'herbe et de minimiser les intrants? Donc pour répondre à cette question, nous avons émis deux hypothèses. Est-ce qu'en mixant deux espèces, donc élevées conjointement des ovins et des bovins, on pouvait avoir un avantage agroécologique par la complémentarité de ces deux espèces? Et est-ce qu'en croisant nos espèces, nos races rustiques locales avec des races précoces herbagères, on pourrait mieux finir les animaux à l'herbe? Donc on a mis cette expérimentation à place sur le site Herbipole de l'Accueil, entre 1100 et 1400 mètres d'altitude, donc 100% prairie permanente. Et nous avons converti une partie du domaine à l'agriculture biologique pour mener cette expérimentation en AB. Donc du coup, Salamix, ce sont trois systèmes conduits comme trois mini-fermes. Donc chacun des systèmes fait 40 hectares de prairie permanente et à 30 UGB. Donc un système ovin spécialisé de 30 UGB, donc vous voyez avec 64 brebis limousines, une seule période d'agnelage annuel et l'engraissement des agneaux sur regain après leur sevrage en juillet. Et seuls les agneaux non terminés, non vendus à l'automne, seront rentrés en bergerie pour être finis d'engraisser en bergerie en début d'hiver. Sur le système bovin spécialisé, nous avons 22 vaches salaires avec un taureau Angus. L'ensemble des animaux est engraissé, donc les veaux mâles et femelles sont forcément sous les mers, sevrage en octobre, et après sevrage, donc en bâtiment avec uniquement du fourrage, enrubanage, foin et regain s'il y en a, pour être vendu relativement jeune, entre 13 et 16 mois selon l'état d'engraissement, et avec zéro concentré. Et enfin, un système mixte qui reprend les mêmes principes, avec dans ce système-là 60% des UGB avec des bovins, donc vous voyez des vaches salaires et un taureau Angus, et 40% des UGB représentés par les ovins, donc 66 brebis, et les béliers Suffolk. Donc nous avons les mêmes règles de conduite que dans les systèmes spécialisés, sauf bien sûr pour le pâturage, vu qu'au printemps, bovins et ovins pâturent ensemble dans les mêmes prairies. Et ensuite, à partir du mois de juillet, lorsqu'il y a sevrage des agneaux, les regains sont réservés sur les agneaux. Et ensuite, les meilleures pâtures sont d'abord pour les animaux prioritaires considérés les vaches avec leurs veaux. Ensuite, les agnelles de 1 an. Et enfin, les brebis taries. Donc, quelques messages. Tout d'abord, sur la mixité, il y a un avantage pour les ovins. Si on regarde des résultats zootechniques sur 3-4 campagnes de 2017 à 2020, vous voyez que la croissance naissage abattage est 18% supérieure dans le lot mixte, ce qui veut dire que dans le lot mixte, les agneaux ont été abattus 22 jours plus tôt en moyenne que dans le lot spécialisé, avec un poids de carcasse de 500 grammes supérieur. Mais surtout, dans le lot mixte, 100% des agneaux ont pu être engraissés à l'herbe, il y a eu zéro concentré pour l'engraissement de ces agneaux-là, alors que dans le lot spécialisé, donc il y avait tous les ans entre 10 et 20% des agneaux qui ont dû être finis en bergerie, parce qu'à l'automne, ils n'étaient pas encore vendus. Donc la résultante, c'est que dans le lot mixte, il y a eu 20% de concentré utilisé en moins en moyenne à l'échelle troupeau, parce qu'on avait quand même un petit peu de concentré pour les brebis à certaines périodes de leur vie, telles que la mise en lutte, et que également il y a eu moins d'infestation des agneaux, et en moyenne, on a eu 0,5 traitements anti-helminthiques en moins dans le lot mixte.
La commercialisation des animaux donc n'a posé aucun problème, vu que les poids moyens de carcasse et la conformation étaient tout à fait conformes aux besoins du marché, avec forcément une forte saisonnalité. Pour la production de viande bovine, là, il n'y a eu aucun avantage de la mixité. Par contre, dans les deux lots mixtes et spécialisés, on a réussi à engraisser 100% des animaux avec uniquement de l'herbe, donc de l'herbe conservée et zéro concentré. Par contre, une très grande difficulté à vendre ces animaux, vu qu'on a sorti des animaux qui avaient entre 13 et 15 mois, entre 180 et 250 kg de carcasse. Et donc, ce sont des animaux qui ne sont pas conformes à un standard. Donc, la filière ne sait pas les traiter. Donc, on n'a pas eu de plus-value sur le prix, mais plutôt une moins-value. Et puis, également, des animaux croisés Angus. Eh ben, on était face au tabou de la race pure dans nos régions qui produisent les meilleures vaches du monde, soi-disant. Et donc, il y a eu également une difficulté à commercialiser. Alors, concernant les fourrages, principalement sur les bovins, les sécheresses ont pénalisé le rendement des prairies fauchées et ont obligé à l'achat de fourrage. Si on regarde justement les rendements en première coupe sur 5 campagnes, voyez donc 2 creux en 2017 avec notamment un pic de pullulation de campagnols terrestres et en 2019 avec une sécheresse, ce qui veut dire que même la tendance est quand même à décroître sur les rendements en première coupe. Sur le graphique de droite, vous avez les achats de fourrage conservé en pourcentage de l'ensemble des fourrages conservés consommés. Et vous voyez que sur l'hiver 2019-2020, dans le système bovin, on est à plus de 50% d'achats. Pourquoi? Parce que les stocks n'étaient pas bons et surtout, on a fait le choix de ne pas vendre les animaux en broutard, mais pour des raisons expérimentales, de vouloir poursuivre l'engraissement des animaux. Donc, ce qui veut dire qu'en termes économiques, sur le système bovin, un prix de vente faible et des achats de fourrage, la rentabilité n'était pas terrible. Pour les ovins, on a une rentabilité tout à fait satisfaisante et avec un avantage pour les agneaux, pour le système ovin issu du troupeau mixte, avec un coût de production au kilo de viande ovine de 16% inférieur. Et au niveau des résultats environnementaux, pareil, les émissions brutes de GES par kilo de viande dans le système ovin mixte étaient 13% inférieures que dans le système ovin spécialisé. Et à noter que dans les deux systèmes 100% herbe, entre 50 et 60% des émissions brutes de GES sont compensées par un stockage de carbone sous prairie. Donc, quelques éléments de conclusion, enfin surtout des messages, les premiers messages suite à ces 5 années d'expérimentation système. Tous les résultats ne sont pas encore analysés, mais les grands messages déjà, engraisser des bovins et des ovins à l'herbe avec zéro concentré, c'est possible. Donc beaucoup d'éleveurs disent non, sans concentré, c'est pas possible. Si, nous on répond, c'est possible. Par contre, gérer les fourrages, pour justement valoriser ces prairies, c'est également choisir le bon type génétique animal. C'est également gérer la diversité animale et c'est également choisir le type d'animaux à produire. Il est évident que si on a une ressource fourragère limitée en quantité et en qualité, il est complètement illusoire de vouloir maintenir dessus des animaux de 800 kg, des vaches de 800 kg qui vont faire de jeunes bovins qui vont produire 450 kg de carcasse. Ces animaux, ils sont faits pour être engraissés dans la plaine du Pô. Ils ne sont pas faits pour être engraissés sur des prairies. Donc, des petits gabarits, de la précocité, donc tout ça, ça va ensemble. Des fourrages et le type d'animaux à produire. Il y a donc un compromis à trouver entre productivité animale et autonomie. Donc l'autonomie alimentaire, c'est la valorisation des fourrages, mais comme je viens de le dire, c'est adapter les productions aux ressources. Et on met également en avant la fragilité d'un système reposant sur une seule ressource. On est en montagne, on n'a que de la prairie permanente, on a cette seule ressource. Donc effectivement, Vincent nous a montré tout à l'heure qu'on peut faire des sursemis et à l'accueil sur une prairie, ça a marché, on a trouvé les résultats en 2021, non pas en 2020. Mais on retient aussi ce qu'a dit Vincent, c'est qu'au-dessus de 1000 mètres, il abandonne. Donc qu'est-ce qu'on fait avec cette ressource unique au-dessus de 1000 mètres? Je pense qu'il faut adapter
nos types de production. Et je pense que les animaux de 800 kg ne sont pas du tout adaptés à ça. Il faut revoir complètement ça. Et également, un autre point qu'on peut souligner, c'est qu'on a une bonne efficience économique. On pourrait avoir une bonne efficience économique de ces systèmes, mais il y a une déficience du marché. Ces systèmes sont créateurs de valeur ajoutée, sont créateurs de richesse sur le territoire. Par contre, ils ne produisent pas des animaux standards. Et donc ces animaux standards ne sont pas valorisés dans les filières longues, ils sont valorisés uniquement en vente directe, mais tout le monde ne peut pas faire de la vente directe. Donc si on veut améliorer la création de richesses et mieux valoriser nos fourrages, nos herbes dans notre montagne, ce n'est pas une démarche uniquement à l'échelle de la production. Et je regrette qu'ici, qu'a priori, uniquement le monde de la production est représenté, mais ce sont des réflexions menées à l'échelle des filières. Alors, on va enchaîner. Il reste encore 2 présentations. Donc, celle de Sylvie Munier, donc d'AgroSup Dijon. Donc, bonjour à tous. Donc, voilà, je vais vous présenter donc, un travail que j'ai réalisé donc, avec 2 collègues de l'UMR Territoire, donc Sylvie Cournu de VET AgroSup Dijon et puis Catherine Husson d'AgroSup Dijon. Donc, le changement climatique impacte les ressources herbagères et la littérature suppose que la diversification animale au sein des exploitations pourrait apporter donc, des leviers d'adaptation pour faire face aux aléas. Donc, dans le cadre d'un projet PSR4 New Deal, nous avons donc étudié des systèmes mixtes bovins-ovins sur le long terme. Donc, afin d'identifier l'évolution des systèmes fourragers dans ces systèmes et d'identifier les leviers mobilisés pour faire face aux aléas. Alors, quelques éléments de... alors, attendez, je suis allée trop vite. Voilà, pardon. Donc, nous avons donc réalisé des enquêtes auprès de 37 exploitations, donc 20 en bovin-viande, ovin-viande dans le bocage bourbonnais et 17 en bovin-lait, ovin-viande sur la planète de Saint-Flour. Donc, 3 grandes questions ont été traitées. Donc, pourquoi les éleveurs ont-ils choisi d'élever ces 2 espèces? Comment articulent-ils ces 2 espèces au pâturage pour gérer les ressources et pourquoi? Et comment font-ils face donc, au changement climatique sur du long terme et aux aléas climatiques? Et donc, quelques éléments de description de ces exploitations enquêtées. Donc, globalement, en fait, les systèmes mixtes bovin-viande, ovin-viande ont une SAU et puis un nombre de vaches plus important que les systèmes mixtes bovin-lait, ovin-viande. Par contre, on voit qu'en termes d'effectifs brebis, c'est plus important dans les systèmes laitiers, avec un rapport brebis sur vache plus important. Par contre, en termes d'assolement, il n'y a pas tellement de différence et on voit que la part de surface fourragère et de la part de prairies sont importantes dans ces systèmes. Ça va donc de 84 à 88%. Voilà, donc une des questions qui leur a été posée, c'était quel est l'intérêt pour eux de la mixité? Et ce qu'on a observé, c'est que en fait, la majorité des éleveurs ont cité comme atout important la valorisation des ressources. Du coup, on s'est demandé comment ils articulaient les 2 espèces au niveau du pâturage. Et donc, on a identifié une diversité de conduites au pâturage et même un gradient en fait, dans l'imbrication des 2 espèces au pâturage. Donc, ça va de aucune imbrication, donc chaque espèce pâture séparément les surfaces, à une imbrication donc très forte, où on observe donc une zone de pâturage commune entre les 2 espèces, où il y a à la fois du pâturage mixte alterné et simultané. Donc on a cherché à comprendre les raisons. Donc la première chose, pourquoi les éleveurs ne savent pas? Donc ce qu'ils nous ont dit, c'est que souvent, en fait, ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait des contraintes parfois de parcellaires. Et ce qu'on a observé pour l'imbrication forte, eh bien, c'est que les éleveurs qui imbriquaient les 2 espèces avaient un parcellaire groupé et étaient en bovin-viande. Et puis, une autre contrainte qui est apparue, c'est les clôtures qui n'étaient pas forcément adaptées aux 2 espèces.
Et puis les éleveurs ont aussi donné une raison de simplification du pâturage. Et puis certains avaient donc beaucoup de ressources assez importantes et assez diversifiées. Et du coup, c'était pas forcément intéressant aussi de mélanger les deux espèces. Et ça permettait aussi que toutes les surfaces, toutes les ressources soient consommées. Et de aussi utiliser cette diversité en fonction des caractéristiques des deux espèces. Il y a un point qui a été cité par certains éleveurs, c'était qu'ils avaient peur en fait de mélanger les deux espèces par crainte de transmission de maladies virales ou bactériennes entre les deux espèces. Alors on peut se demander pourquoi les éleveurs ils mixent les deux espèces au pâturage. Donc le pâturage mixte, une des raisons, c'est de mieux gérer les ressources grâce à la complémentarité des deux espèces, et donc par exemple la gestion des refus. C'est aussi ajuster donc l'adéquation entre les besoins des animaux et les ressources. Donc ils nous ont expliqué que par exemple les parcelles qui étaient très productives, eh bien ils en faisaient bénéficier aux deux espèces qui avaient souvent des besoins décalés dans le temps. Et puis un autre élément, alors qui n'est pas ressorti de nos enquêtes, mais qu'on tenait à souligner, ça a été des expérimentations qui ont montré que ça pouvait permettre de gérer le parasitisme. Mais je le redis, ça, c'est pas ressorti, c'est quelque chose qui n'est pas forcément conscient chez les éleveurs. Alors, en termes d'évolution du système fourrager, on voit qu'en fait, il y a une tendance générale à l'augmentation de la surface agricole et des effectifs, donc par l'acquisition de surface, par même du défrichage, par plusieurs actions pour récupérer de la surface. Et puis, on a observé que la plupart des élevages augmentaient donc le chargement. Et qu'en fait, seulement un tiers des éleveurs enquêtés avaient tendance à le diminuer au cours du temps. On a observé au cours de la trajectoire que la part de surface cultivée avait tendance à être plus importante. Et on a vu que en fait, les éleveurs augmentaient la part de culture fourragère, d'ensilage de maïs et de prairies temporaires. Et en fait, l'assolement était modifié. Mais pas forcément la quantité, c'est vraiment l'assolement qui était revu. Et on a vu aussi qu'en fait, il y avait une utilisation des surfaces qui globalement s'intensifiait avec une augmentation, ou plutôt une mise en place de l'ensilage, voire de l'enrubanage, un changement au niveau du pâturage, donc plutôt du pâturage tournant. Certains se sont mis à irriguer certaines surfaces comme le maïs, et puis d'autres même à drainer des parcelles pour pouvoir ensuite les cultiver. Et en fait, on a observé aussi que pour faire face en fait, au changement climatique, les éleveurs avaient même repensé l'adéquation des besoins du troupeau aux ressources herbagères. Donc, par exemple, en revoyant les calendriers de reproduction et donc en repositionnant les périodes de vélage et d'agnelage par rapport aux ressources herbagères. Et puis aussi en revoyant la génétique des troupeaux, donc par du changement de race ou la mise en place de croisements, et voire même en changeant un peu les critères de sélection. Et on a vu aussi que certains revoyaient même leurs objectifs de production, et on a vu donc certains éleveurs, pour les vaches laitières, eh bien, ils diminuaient la productivité. Et donc il y a deux moteurs à cette évolution qu'on a identifiés, la recherche d'autonomie alimentaire et la sécurisation de la production fourragère. C'était vraiment les deux moteurs importants. Alors, au niveau de la trajectoire, on a aussi identifié des leviers d'adaptation qui sont mobilisés par les éleveurs de manière un peu ponctuelle, pour faire face à des aléas climatiques. Et certains leviers sont liés en fait à la mixité. Donc les éleveurs en fait vont jouer sur le ratio ovin-bovin. Donc ils vont jouer sur les effectifs. Ils vont aussi revoir la répartition des fourrages conservés entre les deux espèces. Et donc s'il y a un manque de fourrage, ils vont donner les bons à l'espèce prioritaire. Et ça, sur la priorisation des espèces, c'est très variable. En bovin laitier, on va plutôt prioriser les vaches...
enfin, on va plutôt prioriser, merci, on va plutôt prioriser donc, les vaches laitières au détriment des brebis. Et en fait, dans les systèmes bovin-viande, ovin-viande, on voit des choses, enfin, certains éleveurs vont prioriser les bovins-viande, et puis d'autres vont prioriser les ovins. Donc voilà. Et puis il y a donc bien sûr des leviers qui ne sont pas spécifiques à la mixité et qui le mobilisent aussi. Hein. C'est préserver les stocks en augmentant la période de pâturage des ovins, en rentrant du coup les animaux, enfin voilà. Et puis l'autre élément, voilà, il y a aussi l'achat de fourrage, enfin voilà. Et pour conclure, donc la mixité d'espèces apporte de la souplesse dans la gestion des ressources face au changement climatique. Et puis, en fait, on a aussi constaté que en fait, les éleveurs n'exploitaient pas forcément jusqu'au bout les intérêts et les bénéfices de la mixité. Voilà. Eh bien, je vous remercie pour voilà, votre attention. Et puis, j'en profite pour remercier aussi les stagiaires et puis les éleveurs qui nous ont accordé du temps. Voilà. J'espère que... Voilà. Alors, du coup, voilà la dernière présentation donc, de Claire de l'Église d'INRAE. Et puis après, donc, on aura une conclusion avec Patrick Escure. Merci. Bonjour à tous. Claire de l'Église, je travaille au LESEM, le laboratoire des écosystèmes et sociétés en montagne à Grenoble. On est un nouveau laboratoire INRAE, on était connu IRSTEA avant. Voilà. Donc, je vais vous présenter une étude qu'on mène actuellement dans le parc naturel régional du Vercors, donc dans et avec le parc, pour lequel on fait un état des lieux en fait de l'impact des sécheresses pour l'autonomie fourragère en élevage de montagne et sur les enjeux d'adaptation. Donc, c'est moi qui passe les diapos. Quelques éléments de contexte sur le parc. C'est un territoire de moyenne montagne. Comme beaucoup de territoires de montagne, la place du pastoralisme et de l'élevage à l'herbe, elle est prépondérante. Hein. Pour donner quelques chiffres, la surface toujours en herbe, elle représente 62% de la SAU du territoire, mais plus de 90% de la SAU si on est sur la zone de montagne, entre environ 800 et 1500 mètres d'altitude. Les surfaces pastorales, elles représentent 20% du territoire. Et les exploitations sont à 40% spécialisées en élevage, voire plus de 80% si on est sur la zone de montagne du territoire du parc. Donc on a des exploitations en bovin-lait, bovin-viande, ovin-caprin. L'autonomie fourragère, c'est un enjeu central pour ces exploitations, donc pour leur viabilité. Hein. C'est des systèmes d'élevage qui sont basés presque exclusivement sur les ressources herbagères et pastorales, les prairies naturelles, les prairies temporaires, les parcours, les landes, les alpages, etc. Il y a très peu de culture sur la zone de montagne du parc. L'autonomie fourragère, elle est centrale pour des productions sous signe de qualité et pour le respect des cahiers des charges associés. Donc typiquement sur le territoire du parc du Vercors, on a une production phare qui est l'AOP Bleu du Vercors, qui demande par exemple une autonomie fourragère stricte à l'échelle de la zone. Voilà. Après, cette autonomie fourragère, elle est indissociable du maintien des paysages ouverts et de la préservation des ressources naturelles, notamment la biodiversité des prairies permanentes, des espaces pastoraux, qui sont très liés aux pratiques agricoles et pastorales extensives de ces systèmes d'élevage. Voilà. Alors ça, c'est pour rapidement un petit mot sur le contexte climatique du Vercors. C'est donc au carrefour de plusieurs influences climatiques. Voilà, c'est un territoire qui a un climat que l'on qualifie de climat de transition entre le climat des Alpes du Sud et le climat des Alpes du Nord, et puis à l'interface d'influences Est-Ouest qui sont contrastées. C'est un climat avec un hiver long à 1000 mètres, on a 5 à 6 mois d'hiver, et une sécheresse qui est marquée, qui devient structurelle l'été. Là, on peut le voir sur ce petit graphe, c'est le nombre de mois secs en été, donc le nombre de mois sur juin, juillet, août qui sont secs. En moyenne sur 30 ans, c'est 1 à 3 mois qui sont secs sur 3, donc c'est sec l'été. Voilà, après, c'est modulé par un gradient d'altitude et un gradient nord-sud à l'intérieur du massif. Et juste pour dire que voilà, le Vercors, c'est un cas d'étude de l'Observatoire alpin des sécheresses, qui est un projet européen Interreg dans lequel je travaille. Voilà, et qui a un volet en fait de recherche en climatologie pure, en climatologie, agroclimatologie, et qui vise à caractériser les événements de sécheresse, leur recrudescence, leur variabilité spatiale et temporelle. Donc moi, je ne vais pas détailler du tout aujourd'hui ces analyses, mais c'est pour dire que ces analyses, elles nous servent après
voilà, à caractériser l'exposition au risque de sécheresse dans les différents secteurs géographiques du territoire. Voilà, donc les objectifs de l'étude que je présente aujourd'hui, et qui est une étude qui est en cours, hein, c'est de faire un état des lieux de l'impact des sécheresses et de la perte d'autonomie fourragère des systèmes d'élevage dans le Vercors, d'identifier les facteurs de vulnérabilité des systèmes en termes d'exposition, de sensibilité et de capacité d'adaptation, et d'identifier à quelles échelles se situent les marges de manœuvre, les leviers déjà mobilisés, à mobiliser dans le futur, les enjeux d'adaptation. Voilà, en termes de méthodologie, donc c'est des entretiens qui ont été réalisés en 2021 auprès de 20 exploitations dans le Vercors, voilà, selon un échantillon qui est représentatif des orientations dominantes des systèmes d'élevage et des différentes situations géographiques. Donc on a pas mal d'exploitations en bovin-lait qui sont dans l'AOP Bleu du Vercors pour partie, et pas mal d'exploitations en ovins allaitants. Voilà, alors pour résumer, hein, c'est très rapide ce que je présente aujourd'hui, mais c'est pour résumer l'impact des sécheresses donc, dans le Vercors, ce que nous on a vu au cours de ces entretiens. Donc les sécheresses, en fait, elles sont surtout estivales dans le Vercors et elles sont de plus en plus marquées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas forcément plus fréquentes. Hein, là, je parle des 20 dernières années par rapport aux 60 dernières années. Elles ne sont pas plus fréquentes, mais elles sont plus longues et elles sont plus intenses. Donc ça, on a des indicateurs qui le montrent. Donc elles arrivent plus tôt, voilà, elles se prolongent à l'automne. Après, en termes de conséquences, c'est des diminutions de rendement, l'absence de repousse l'été pour le pâturage, etc. À long terme, on observe des diminutions du potentiel des prairies, et notamment des prairies naturelles, en lien avec des phénomènes de dégradation, d'épuisement de ces milieux suite à des phénomènes de surpâturage lors des sécheresses, l'installation de plantes indésirables, etc. Donc nous, ce qu'on a constaté, c'est... Parce qu'on constate, c'est une perte d'autonomie fourragère là, pour 11 exploitations sur les 20 qui ont été enquêtées au cours des 10 dernières années. Donc sur les 10 dernières années, on considère qu'il y a eu 5 à 7 événements de sécheresse, à peu près, selon les différents secteurs géographiques du Vercors. Donc ça donne une idée. Ça pose des problèmes de viabilité donc, sur ces exploitations. Et puis un truc un peu moins visible, c'est des problèmes de vivabilité. Ça augmente la charge de travail, même pour les exploitations qui n'ont pas perdu d'autonomie fourragère. Voilà, donc dans cette étude, on conduit une analyse des facteurs de vulnérabilité aux sécheresses des exploitations. Donc c'est une démarche dans laquelle il s'agit d'apprécier la vulnérabilité au travers 3 grandes composantes que sont l'exposition, la sensibilité et les capacités d'adaptation des systèmes. Donc la vulnérabilité, c'est la résultante de ces 3 grandes composantes. Voilà, et donc cette démarche, pour la mettre en œuvre, en fait, on analyse un peu tous les facteurs à l'échelle d'un système d'élevage. Donc pour l'exposition, qui est la probabilité d'occurrence de l'aléa climatique de type sécheresse, ça va être très lié aux facteurs géographiques du siège d'exploitation, hein, son altitude, sa situation nord-sud, aux caractéristiques du parcellaire, est-ce qu'on a un étagement altitudinal, une dispersion géographique du parcellaire. Par exemple, l'utilisation d'un alpage, ça peut diluer, entre guillemets, le risque d'exposition à l'aléa sécheresse, et ainsi diminuer potentiellement la vulnérabilité du système. La sensibilité, donc pour un système d'élevage de montagne, c'est l'impact de l'aléa sur les ressources, les milieux. Donc pour ces systèmes de montagne, c'est très lié aux propriétés topographiques, pédologiques des parcelles et aux propriétés agroécologiques des végétations. Voilà, en lien avec la gestion, bien sûr, que fait l'éleveur sur ces parcelles et qui est dépendante de ses propriétés. Sur des surfaces mécanisables, on aura des couverts cultivés avec potentiellement des espèces résistantes au sec. Les prairies naturelles, donc elles sont positionnées en fond de vallon ou sur des coteaux en pente, on n'aura pas la même sensibilité. Les milieux pastoraux, c'est pareil, selon qu'ils sont boisés, etc. Donc à la fin, c'est le système fourrager dans sa globalité qui est plus ou moins sensible à l'aléa de sécheresse et ça rend plus ou moins vulnérable le système. Et puis les capacités d'adaptation, c'est les capacités des éleveurs à dégager des marges de manœuvre sur leur système, que ce soit en réaction à l'aléa climatique ou à long terme en adaptation stratégique. Et ça, c'est très lié aux caractéristiques globales des systèmes. Hein. Déjà, l'orientation de la production, quand on est en laitier ou en allaitant, ça va conditionner pas mal de choses en termes de marge de manœuvre, de possibilités. Le cahier des charges des productions également, le niveau d'extensivité globale, le profil du système d'alimentation. Si on est sur un système qui est très dépendant au stock pour l'hiver, versus un système très pastoral, on n'aura pas du tout les mêmes marges de manœuvre. Et puis donc globalement, ça rejoint les contraintes technico-économiques et organisationnelles de l'exploitation.
Donc dans cette analyse, en fait, nous on s'intéresse aussi à tout ce qui est contraintes externes qui s'appliquent au système et qui souvent diminuent les capacités d'adaptation. Donc c'est important de les prendre en compte. Ça va diminuer ça va potentiellement augmenter la vulnérabilité de ces systèmes face aux sécheresses. Donc sur le Vercors, c'est la pression foncière, le risque de prédation qui peut diminuer l'accès à certaines surfaces, des réglementations, des conflits d'usage, etc. Le contexte économique, oui, ça va par exemple conditionner le fait que certains éleveurs peuvent faire des achats de fourrage récurrents, d'autres ne peuvent pas. Certains éleveurs vont pouvoir imaginer des adaptations plus stratégiques de long terme, d'autres ne pourront pas, etc. Voilà. Donc ici, j'avais mis 2 exemples pour illustrer cette démarche dans laquelle on met en œuvre cette analyse de la vulnérabilité. Je pense que je n'aurai pas trop le temps de la détailler, mais voilà, si vous êtes intéressé, on peut en reparler, c'est dans la présentation. Et du coup, pour conclure sur ces enjeux d'adaptation dans le Vercors, donc nous, à l'issue de ces enquêtes, on a vu que donc, déjà de nombreux leviers sont déjà mobilisés par les éleveurs, sont activés en réaction à court terme et en combinaison d'adaptation stratégique, donc réalisée en anticipation à long terme. Ceci aux différentes échelles, depuis la parcelle jusqu'à l'exploitation. Donc pareil, je ne vais pas détailler là aujourd'hui tout ce qu'on a vu, il y a beaucoup de choses qui sont mises en œuvre. Ça rejoint aussi des choses qui ont été décrites ce matin. Après, avec la limite que ce sont des systèmes d'élevage de montagne, où souvent les marges de manœuvre, elles sont quand même un peu plus réduites, peut-être qu'en plaine ou en système plus polyculture-élevage. Notamment, c'est la part des surfaces mécanisables qui est souvent limitée, et donc limitante pour certaines adaptations. Après, voilà, c'est des systèmes qui s'appuient énormément sur la complémentarité fonctionnelle des surfaces herbagères et pastorales, et puis sur la complémentarité aussi temporelle de ces surfaces, notamment quand il y a articulation de l'exploitation avec un alpage, par exemple. Voilà. Et donc, c'est pour finir, nous, la question qu'on pose là, à l'issue de cet état des lieux, c'est au-delà en fait de l'adaptation individuelle, de l'adaptation donc à l'échelle de l'exploitation agricole. Pour un territoire, en fait, la question qui se pose, c'est quelles sont les marges de manœuvre supplémentaires qu'il faut, qu'on doit dégager, et à quelles échelles organisationnelles. Donc voilà, c'est des choses qui sont ressorties des enquêtes. Une grosse problématique qui n'est pas nouvelle et qui n'est pas propre au Vercors, mais donc c'est l'accès au foncier agricole et simplement la sécurisation du foncier existant. Ça va conditionner quand même pas mal de marge de manœuvre sur ces exploitations dans le futur. Voilà, est-ce qu'il y a des besoins d'organisation collective entre éleveurs, entre éleveurs et acteurs des filières? Donc ça rejoint juste une présentation où Patrick vient d'en parler. C'est vrai que, par exemple, nous, ça pourrait être intéressant, cette organisation, pour permettre, par exemple, des réflexions sur l'évolution de certains cahiers des charges de production. Est-ce qu'il y a des besoins d'accompagnement, des besoins pour renforcer la valorisation des espaces intermédiaires où il y a des fois un peu de déprise agricole et c'est peut-être certaines marges de manœuvre qui sont à trouver à cette échelle. Et puis bien sûr après des questions sur la revalorisation des prix des produits dans un contexte où il est devenu plus cher de les produire. Et ça va conditionner aussi beaucoup de choses pour l'adaptation future de ces systèmes d'élevage de montagne. Voilà, j'ai fini et je vous remercie pour votre attention. Merci Claire. Et du coup, je vais demander à Patrick Escure s'il veut bien conclure. Alors je sais que voilà, on a eu un déroulé assez important de présentation. L'idée, c'est qu'on puisse échanger cet après-midi. Notez bien voilà, les questions, les choses que vous souhaitez approfondir. Et puis on aura aussi le temps du déjeuner pour le débat. Merci. Donc Patrick Escure, je suis producteur de lait pour l'AOP Cantal et Bleu d'Auvergne et producteur, je fais de la mixité, producteur de viande bovine en race salaire avec transhumance dans un groupement pastoral, la Coptasa. Mais chez nous en altitude, les sécheresses, les 2 dernières, 2019 et 2020, ont été pires en altitude qu'en bas. Et donc pour la première fois depuis la mise en place de la transhumance, et donc ça doit faire des siècles et des siècles, il a fallu amener du foin dans les estives à 1400 mètres d'altitude au cours de l'été. Donc, je suis président de la Chambre d'agriculture du Cantal, responsable de l'élevage à la Chambre régionale, président du Corel et président d'Auvergne-Rhône-Alpes Élevage. Donc je vais aller vite, je vais remercier à la fois tous les participants, tous les intervenants, pour leurs présentations qui ont été
très très intéressante, extrêmement riche, extrêmement diverse. Je voudrais également remercier aussi ceux qui ont organisé cette journée. Nous avons parlé d'autonomie foragère, de changement climatique, mais beaucoup d'intervenants l'ont dit, on a une région qui est très diverse. Il y a aussi des différences au niveau de l'altitude, donc des réponses qui peuvent être extrêmement différentes. Et nous avons du coup besoin de réponses qui soient adaptées, de réponses qui soient localisées, mais aussi en fonction des attentes des filières. Mais vous l'avez dit dans votre intervention par rapport à l'expérimentation sur le croisement avec la race Angus, nous avons aussi des filières qui ont certaines demandes. On a des agriculteurs qui auraient la capacité à mieux valoriser donc, en circuit court, où aujourd'hui on a aussi une évolution vers le local. Donc à chaque fois nous sommes obligés d'avoir des réponses qui soient adaptées aux attentes des filières, mais aussi des agriculteurs. Et nous sommes concernés ici par l'élevage herbagé. Donc au niveau du Corel, nous avons des comités filières en bovin lait, bovin viande, en ovin et en caprin. Donc bien sûr, ces attentes doivent être exprimées par ces comités filières et peuvent nous aider à faire le tri. Par rapport à cet après-midi, il y a une chose qui est certaine, c'est que les agriculteurs aujourd'hui n'attendent pas. Parce qu'on parle de 2050, au niveau des agriculteurs, nous sommes convaincus qu'on y est déjà de toute façon. Et donc tous les agriculteurs cherchent des solutions eux-mêmes. Et donc il y a urgence à ce qu'ensemble, on soit capable de leur proposer des choses. Quand on voit tout ce qui a été vu ce matin, et encore on n'a pas pu tout présenter, c'était trop court, mais les réponses, elles sont là. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est qu'on soit extrêmement rapide pour les amener sur le terrain. Donc ça, je ne vais pas en parler plus, c'est le travail de cet après-midi. Je voudrais aussi, par rapport, parler aussi de l'autonomie foragère. Et il y a une mesure que nous avons avec le Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes par rapport à l'autonomie foragère. Cette mesure, on en a encore besoin en 2022 parce qu'il faut peut-être l'adapter un petit peu pour l'année 2022, mais il faut qu'on ait cette mesure autonomie foragère et qu'on travaille pour l'adapter ensuite avec la PAC 2023, qui va aussi amener des changements sur les exploitations, parce que lorsqu'on va parler non plus de vaches laitières ou de vaches allaitantes au niveau des bovins, mais qu'on va parler d'UGB, peut-être aussi que les agriculteurs vont être demandeurs d'autres réponses et vont trouver d'autres réponses. Parce que soit on se bat pour produire plus de fourrage, ou on adapte aussi nos besoins par rapport à ce que la nature pourra nous offrir demain. Donc cet après-midi, nous avons besoin de travailler ensemble, que ce soit la recherche, l'expérimentation ou le conseil en élevage. Nous avons besoin de partager, de mutualiser. Donc cet après-midi, nous verrons les points forts qu'il faut mettre en avant, s'il y a des choses qui sont à améliorer ou à réorienter. Je le disais en lien avec les comités filières du Corel. Et puis une question qui est posée, c'est la suite. Est-ce qu'on refait ce genre de journée annuellement, tous les 2 ans? À voir. Nous n'avons pas forcément la réponse tout de suite, mais il faut en parler. Bon appétit. Merci. Donc voilà, le déjeuner va se passer dans le grand bâtiment derrière, dans le château, n'est-ce pas? Et donc cet après-midi, vous avez des numéros sur vos étiquettes, groupe A, B et C. Donc le groupe A se retrouvera donc la salle du grand juge au premier étage. Le groupe B, donc c'est ici, la salle des devises. Vous avez pu les lire tout au long des présentations. Et le groupe C au salon de musique. Voilà.